De retour sur le grand plateau des live sessions de Niort Numérique, c'est le dernier grand débat de cette deuxième journée, parce que je ne peux pas dire seconde, il y a encore trois et quatrième jours derrière avec les webinaires qui vous seront proposés pour approfondir les différentes thématiques qu'on traite depuis hier matin. On est toujours dans cette dernière thématique éthique et numérique et on va parler de French AssureTech, qui s'est donné pour ambition de dénicher finalement les pépites numériques d'aujourd'hui pour créer l'assurance de demain. Une union des acteurs mutualistes du territoire encouragée par l'agglomération niortaise et qui entend aussi l'agglomération, par cette initiative, dynamiser son développement numérique. On va vous raconter maintenant ce qui s'est passé durant ces 3 prochaines années et les perspectives pour les 3 prochaines. Je reçois pour cela Jérôme Baloge, bonjour. Bonjour. Maire de Niort et président de Niort Agglo, initiateur de ces live sessions de Niort Numérique, et merci d'avoir maintenu Niort Numérique, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Nicolas Bouffard, directeur général adjoint du groupe IMA et président de French AssureTech depuis un peu plus d'1 an maintenant. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Alexandre Janet, vous êtes le seul salarié de French AssureTech, oui. Et c'est vous qui êtes en charge du programme French AssureTech, directeur du programme French AssureTech. Jérôme Baloge, un peu d'histoire. Il y a 3 ans maintenant, donc naissance de French AssureTech. Rappelez-nous un peu ce qui a été la genèse de ce projet, cette idée que vous avez eue finalement de mutualiser les mutuelles autour de vous. Cette idée, je ne l'ai pas eue tout seul. Ouais. C'était une idée qui était dans l'air du temps, en quelque sorte. C'était un enjeu pour tout le monde, le numérique, qui s'imposait et qui plus est dans l'assurance. Et puis une réalité territoriale, les mutuelles d'assurance, donc avec un cœur de métier. Un foyer sur 2 à peu près est assuré à Niort sur différents risques. Donc Niort est une ville à part en France sur l'enjeu de l'assurance. Et vu les évolutions de métier, vu la digitalisation du secteur, il y avait inévitablement un enjeu à être innovant sur ce sujet-là. Et on a souhaité l'être ensemble parce que les mutuelles sont aussi des mutuelles. Elles font l'assurance, mais elles ont aussi un enjeu d'économie sociale. Elles sont attachées à leur territoire. Et on a travaillé ensemble cet enjeu d'innovation digitale, mais aussi territoriale, en créant French AssureTech. Parce qu'effectivement, les assurances sont des entreprises du secteur traditionnel, elles sont très identifiées effectivement au terrain niortaise. Il y avait aussi un enjeu d'image pour le territoire, de lui donner cette image d'un territoire qui se tourne vers le numérique en même temps, bien qu'il ait majoritairement un secteur traditionnel ici. Oui, mais notre territoire, il doit être en phase avec ses entreprises, ouais, avec ses logiques économiques. On a un bassin d'emploi très dynamique, il s'agit de le conserver. Et les métiers changeant, les entreprises évoluant, il fallait être en phase avec ces évolutions-là. On ne pouvait pas être déphasé, il fallait absolument embarquer. Et je crois que c'est un peu d'intelligence collective qui a permis de mettre en route French AssureTech avec un nom qui a été trouvé par l'un d'entre nous et qui est assez génial, puisque French AssureTech, tout de suite, ça dit beaucoup. Exactement. Et c'est ici à Niort, qui est partout en même temps. Alors, Nicolas Bouffard, ce qui peut paraître étonnant comme ça, c'est que des acteurs qui sont extrêmement concurrents sur le marché, Dieu sait si le métier en ce moment est extrêmement challengé, pourquoi vous vous mettez tous ensemble, vous concurrents, dans un projet comme celui-ci, à l'époque ? Alors, déjà, pour rebondir sur ce qu'a dit Jérôme, effectivement, l'initiative a été partagée. Tous les acteurs qui ont participé à la création ont un ancrage local très fort. C'est quelque chose qui est très très important pour les mutuelles qui sont implantées à Niort et pour l'assistance à travers IMA. Et donc l'initiative déjà par ça était intéressante. Ensuite, Jérôme l'a aussi évoqué, le métier de l'assurance est aujourd'hui, comme beaucoup de secteurs d'activité, confronté à des très challengé, très significatifs. On parle de la digitalisation des processus, de la digitalisation des interactions avec les clients et également de l'entrée de nouveaux acteurs. On parle des GAFA et des startups. Donc toutes ces maisons, évidemment, depuis bien longtemps, se sont adaptées à l'évolution du marché et se sont préparées face à ça. Là, ce qui était intéressant, c'était de dépasser justement des positions de compétition pour coopérer ensemble sur des enjeux qui étaient partagés. Donc l'idée, c'était de se dire, on a tous en interne des initiatives d'innovation qui nous sont propres, parfois les mêmes d'ailleurs, on est en parallèle, on se retrouve, on se croise. Est-ce qu'on ne peut pas mutualiser nos forces sur quelques enjeux partagés pour justement dépasser ces positions de concurrents et être dans la coopétition, terme qui est déjà utilisé dans plein de secteurs au-delà de l'assurance. C'était ça le fondement de la création. Il y avait un vrai sens de complémentarité entre une action collective et des actions individuelles qui persistent encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est le fameux « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », c'est ça ? Exactement, ouais. Exactement, c'est exactement ça. Combien de mutuelles au départ ? Au départ, on était 5 mutuelles, 5 mutuelles ouais. Principalement localisées à Niort. Et puis après, ça s'est étendu. Et ça a d'ailleurs, on en parlera certainement un peu plus tard, vu le rayonnement de French AssureTech, ça a amené d'autres interactions avec des mutuelles de pays européens.
Et on a la chance aujourd'hui d'avoir autour de table PEV, qui est un assureur belge, qui nous a rejoint. Il y avait déjà eu une étape finalement de rapprochement entre les concurrents, vous en êtes l'illustration, enfin votre entreprise, en tout cas Groupima, c'est un rapprochement déjà mutuel, donc on est habitué la coopération entre les acteurs mutuels de Niort et plus largement d'ailleurs existe à travers plein de rendez-vous et effectivement, ça a notamment donné lieu à la création d'une belle entreprise qui est IMA il y a déjà quelques années maintenant. Vous pouvez nous rappeler un peu les objectifs en 2018 lorsque vous lancez French AssureTech? Nos objectifs, ils étaient multiples. On peut en citer 3. Le premier, c'était donc de faire face à ces changements du métier de l'assurance. On s'est dit qu'on voulait le réinventer. Donc on a peut-être été un peu fort dans les propos, mais ça traduisait bien l'intention qu'on avait. Le deuxième, c'était de créer un vrai espace propice à l'hybridation sur le territoire. Donc là, l'objectif étant vraiment de se faire rencontrer nos maisons, qui sont plutôt des organisations un peu importantes, avec des sociétés plus petites, start-up, plus agiles, lesquelles ont un rapport au temps qui est très différent des nôtres. Donc la confrontation de ces deux mondes, c'était l'intérêt premier du projet, et aujourd'hui ça se vérifie, pour faire émerger des propositions de valeur un peu novatrices, soit sur nos process traditionnels, soit sur les produits-services. Et puis le dernier, qui n'est pas le moindre, c'était encore une fois l'appartenance à ce territoire, qui a engagé une dynamique, et auquel, évidemment, dynamique, on veut participer. À l'époque, en 2018, Alexandre, il y a combien de candidats qui se positionnent? Combien de startups? Une petite centaine de startups. On est sur, globalement, un petit peu moins de 300 candidats sur les 3 sessions, sur 2018, 2019 et en début d'année. D'un point de vue opérationnel, comment vous recrutez ces startups? Sur quels critères sont-elles choisies? C'est un appel d'offres? C'est un appel à projet? Mais finalement, le recrutement des startups, c'est l'aboutissement d'un process qui est un petit peu plus long. En fait, il se passe déjà en amont. Nicolas l'a bien dit, on est là pour favoriser l'hybridation entre deux mondes finalement qui parlent pas le même langage au départ. Et donc, en fait, la première étape, elle va consister à aller chercher véritablement le besoin au sein de chacune des mutuelles. D'accord, qui ne sont pas forcément les mêmes. Alors, au départ, qui ne sont pas forcément les mêmes. On va chercher 2 types de besoins finalement. On va chercher le besoin qui va être plus incrémental sur la chaîne de valeur actuelle. Donc, on va aller voir les directions métiers principalement. Et puis on va aller chercher le besoin qui va être un peu plus en rupture, inventer le métier de demain, comme l'a dit Nicolas, et là on va aller chercher plutôt vers les directions d'innovation. Une fois qu'on a allé chercher ce besoin, on va ne retenir finalement que les besoins qui vont être mutuels, le cas de le dire, qui vont être communs à au moins 2, 3 ou 4 acteurs. L'idée c'est de garantir finalement aux startups qui seront prises d'avoir un certain nombre de résultats à la fin des 9 mois. Une fois qu'on a fait cette période d'expression de besoin, on va sourcer le marché au niveau européen. On ne prend pas cette année, on avait des Italiens, on avait des Belges, on est aussi international de ce côté-là. On va chercher des startups qui répondent à ces besoins-là. On n'est pas dans une logique d'exit financier. On n'est pas là pour ça. On est vraiment dans une logique où on va apporter quelque chose aux mutuelles avec une solution qui existe sur le marché. Il n'y a pas de promesse de business à la sortie. Ça peut évidemment logiquement, mais il n'y a pas de promesse dès le départ en tout cas. Non, il n'y a pas de promesse de business du tout au final. Après, quand on recrute une start-up, c'est qu'elle réponde déjà à un besoin. Évidemment. Si la promesse est tenue de ce besoin-là, si elle répond vraiment à ce besoin-là, j'ai envie de dire inévitablement, le chemin continue entre ces deux acteurs. Donc une fois qu'elles sont choisies, chaque mutuelle marraine une start-up en fonction des besoins exprimés? En fait, on démarre avec un binôme. C'est-à-dire qu'il faut bien démarrer quelque part. Donc il y a toujours une mutuelle qui va avoir un besoin plus criant sur telle ou telle problématique. Lorsqu'on a sélectionné la start-up, elle va démarrer des travaux avec cette mutuelle en premier. Et puis au bout de quelques semaines, on va commencer à partager le résultat de ces premiers travaux avec les autres acteurs. Ce qui va permettre à la start-up finalement de bénéficier alors pour les mutuelles, c'est je paye pour un partenariat, je bénéficie du retour. Oui, c'est pareil pour les startups quelque part. Je travaille avec l'un et puis assez rapidement, j'ai la possibilité de rayonner sur tout le monde. Il faut voir qu'on représente à tous les acteurs présents dans French AssureTech plus d'1 Français sur 2 de la population mutualiste. Donc c'est extrêmement important pour les startups. Nicolas Bouffard, quel est l'intérêt pour ces grands groupes d'assurance, effectivement, qui ont des organisations extrêmement lourdes, de s'adosser à ces jeunes startups qui sont effectivement beaucoup plus agiles? C'est cette agilité-là que vous allez chercher? Exactement, se confronter à des organisations beaucoup plus agiles et rapides, qui ont des interactions très directes avec leurs clients et qui sont capables d'ajuster leurs propositions de valeur. Du coup, ça questionne notre façon de faire, ça re-questionne aussi, même si évidemment tous nos collaborateurs travaillent très bien, qu'ils sont formés sur leur métier, que ce sont des experts, leur façon de travailler. Oui, ça interroge aussi les salariés. Exactement, et ça c'est très très bien. Moi je suis arrivé sur le programme après le début, j'étais pas là au début, je suis arrivé
fin 2018, et j'ai été marqué par l'énergie qui existait justement de ces interactions, qui ressortait de ces interactions. Donc ça, c'est un point très très important pour nous, confronter nos maisons, qui sont dans des rapports au temps un peu longs, à ces entreprises qui ont des rapports au temps très courts. Mais vous mesurez les accélérations de temps de production chez vous quand ils sont là ? Ah, c'est très très notable. Ouais. Sur chaque expérimentation qu'on peut faire avec les startups, on voit le temps qu'on gagne effectivement en production sur un nouveau service, sur un nouveau processus. Ça, c'est très clair. Et puis, ce sont aussi des clients, finalement, les dirigeants des startups et leurs propres salariés. C'est intéressant aussi d'avoir leur vision d'une assurance traditionnelle. Oui, on se pose souvent la question dans les assurances ou chez les assisteurs des nouveaux usages de ce qu'attendent nos clients. Ben là, on est en direct. Ouais. À l'inverse, Alexandre, qu'est-ce qu'elles attendent, ces startups, des mutuelles, s'il n'y a pas de business forcément au départ ? Elles attendent pour moi 3 choses principales. Ouais. Une montée, ça peut être une montée en compétences. On a un bassin d'experts au travers de nos 8 mutuelles aujourd'hui. On a un bassin d'experts qui est extrêmement large et diversifié. Une montée en connaissances sur ce secteur de l'assurance qui est quand même spécifique. Il y a des barrières à l'entrée qui existaient il y a encore quelques années qui tendent justement à sauter les unes après les autres. Et ça, c'est un volet extrêmement important. On parle d'AssurTech, la plupart du temps on parle de French AssurTech et du domaine de l'AssurTech, mais il y a une grande porosité aujourd'hui qui existe entre finalement les RegTech, la FoodTech, l'ensemble des nouveaux acteurs innovants aujourd'hui peuvent avoir un bénéfice à travailler aujourd'hui avec les compagnies d'assurance. Et du coup, elles viennent chercher aussi cette acculturation à un nouveau secteur d'activité, à des experts qui sont là depuis des dizaines d'années. Et puis le troisième volet qu'il ne faut pas négliger, parce qu'elles viennent aussi pour ça, c'est l'accès à un marché, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 1 Français sur 2 de la population mutualiste, et nos amis de PV représentent aussi une part importante de la population belge. Donc, c'est plutôt des startups qui travaillent sur des services, j'imagine ? C'est ça la typologie principalement ? Alors, il y a vraiment 3 typologies de startups qu'on va prendre. La première, elle répond à un besoin criant des compagnies d'assurance, c'est de maintenir ce contact client. Donc quand on souhaite maintenir ce contact client, on va rechercher des startups qui vont justement proposer des services différents, des services additionnels à notre proposition de valeur de base qui est de vendre de l'assurance ou de l'assistance comme le fait IMA. Donc une première catégorie, ça va vraiment être du service. La deuxième catégorie, c'est sur la chaîne de valeur, ça va être de l'optimisation de process, ça va être de l'optimisation de cas d'usage, métier, etc. Et puis la troisième catégorie, qui est plus prospective, on l'a vu l'année dernière avec Silentro, c'est inventer le métier de demain. Et en l'occurrence, on s'est tous mis autour de la table pour accompagner une AssurTech pure et dure qui a velléité à devenir dans les prochains mois quelque part un de nos concurrents finalement. Qui s'installe à Niort. Et qui s'installe. Ah, ça c'est intéressant. C'est vrai, Silentro à Niort ? Ils sont installés ? C'est ce qu'on a appris et c'est une bonne nouvelle. C'est ça. Ils y sont d'ailleurs ? Ils sont installés ? Ils sont installés. Leur siège est installé effectivement. On ne l'a peut-être pas dit au départ, mais aussi l'idée c'est d'attirer des nouveaux talents. Oui, c'est pas le tout premier objectif, mais c'est une des conséquences recherchées à terme, c'est certain. C'est ça. Notamment en matière de formation ou et on sait que c'est difficile. De personnel. Je pense que plus le territoire sera attractif du fait de ces initiatives sur le numérique et l'innovation, plus les acteurs du territoire en bénéficieront, dont de façon indirecte les mutuelles ou l'IMA, en attirant des nouveaux profils. Donc ça, c'est très très important pour nous. Quelques exemples de start-up concrètement et de leurs innovations. On a parlé de 3 catégories. Dans les services, on va donner quelques exemples sur chaque saison. On a Testamento, par exemple, qui était dans notre saison 1, qui sera présent demain dans un webinaire à 16h30. J'en profite pour très bien, vous connaissez par cœur, parfait. Donc on a Testamento qui propose de la gestion successorale, faciliter la gestion successorale. Donc là, c'est vraiment un service additionnel apporté aux assureurs. En ligne, effectivement. Et donc là, on a... Ils ont travaillé principalement avec MAF et Covea dans un premier temps, puis avec Massif rapidement. Et donc on est là sur cet effet justement de rebond au travers des autres mutuelles. Là, sur du service, on a Testamento, on aurait pu citer Coorganize ou Advitam qui fait de la gestion des obsèques, on aurait pu en citer beaucoup d'autres. Sur de l'optimisation de process, on a un bel exemple l'année dernière. C'est pas que sur les desserts, rassurez-nous. Les non. Il n'y a pas que du testament et du... Pas du tout. On a de l'agenda partagé avec Coorganize, on a de la gestion des démarches administratives
vie aussi. Mais oui, c'est aussi un sujet. Et puis, pour donner 2 autres exemples rapidement, sur de l'optimisation, en tout cas de notre métier actuel, on a par exemple Afterdata qui faisait des modèles prédictifs pour des départements marketing pour favoriser justement la détection des départs clients. Donc là, on est sur... on fait le métier depuis un certain nombre d'années, mais on a un acteur plus petit, mais beaucoup plus agile et qui répond avec des technos qu'on n'a pas forcément aujourd'hui, et donc qui répond de manière un peu plus juste que nous. Donc on les intègre dans nos chaînes de valeur. Et puis on a cité Cilantro pour inventer le métier de demain. On est en plein dedans. Donc chaque start-up a travaillé avec une mutuelle, Nicolas Bouffard. Le réflexe de la mutuelle, ça pourrait être de se dire, moi je garde un peu toute la plus-value que m'apporte la start-up, je la garde pour moi. C'est pas vraiment le cas d'après ce que nous a dit Alexandre tout à l'heure. Ça pourrait être un réflexe peut-être avant le projet. En tout cas, sur le projet French AssureTech, c'est clairement à l'opposé. Ouais. L'idée là, c'est de dire, on a des enjeux communs. Oui, on a, ce que je disais en préalable, des initiatives individuelles sur ces items, et on a décidé d'ensemble d'avancer pour adresser ces enjeux communs. Donc, sur tous les travaux qui sont menés entre une mutuelle, un parrain et une start-up, ils font l'objet d'un partage avec les autres membres de l'association. Et ça se fait à travers la gouvernance traditionnelle qu'on a mise et qui est assez rapide, soit à travers les rendez-vous techniques, parce qu'il y a des comités techniques, soit à travers le conseil d'administration. Et ces conseils ou ces réunions, elles sont centrées sur qu'est-ce qui s'est passé sur ce projet, comment ça avance, quels sont les points durs, quel point dur a rencontré la MAF avec telle start-up, la Massif, la Maïf, Groupama, etc. Et comment on peut faire pour dépasser ça et les autres pour en bénéficier. On a lancé ces initiatives, on essaie encore de progresser là-dessus parce que nos équipes, elles sont évidemment happées par le quotidien. Et il faut qu'on arrive encore plus à créer ce que j'évoquais tout à l'heure, l'hybridation, partagée. Alexandre Janet, elles sont rémunérées ces startups pendant les 9 mois qu'elles passent avec les mutuelles ou pas du tout? Absolument pas. Il y a juste l'idée. On peut même se poser la question à l'inverse, on ne prend pas non plus de participation lorsqu'elles rentrent dans notre programme quelque part. Ouais. C'est un programme qui est gratuit, qui est financé par les mutuelles. Quelque part, le financement, il est là parce qu'on pense qu'il y a un ROI derrière. On n'est pas non plus bénévole dans l'histoire. Alors justement, les deals de business, ils sont signés derrière ou pas? Certains à chaque année, en fait, il y a différents niveaux de deals de business. C'est-à-dire que lorsqu'on va démarrer tout simplement des travaux ou un POC avec une start-up, c'est la base en général, on démarre par ça, pour valider cette proposition de valeur. Lorsque ça génère des jours hommes ou du développement technique dans la start-up, évidemment, ça c'est financé par la mutuelle. Ça c'est entre guillemets un premier niveau de deal. C'est pas celui qu'on imagine tout de suite, mais c'est un premier niveau. Et puis derrière, si la promesse est tenue, évidemment qu'il y a des deals de signer. On pourrait en citer plein. On a cité Testamento qui aujourd'hui est présent sur la plateforme de service. C'est un service de la Massif du groupe Covea. C'est intégré sous un autre modèle au sein du groupe Massif. On a un exemple avec Nicolas et avec IMA et la start-up co-organise, qui pour le coup est allée un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'au départ, la proposition de valeur, on la teste, on la vérifie. Donc on a tout un tas de travaux qui ont été menés entre ces deux acteurs. Et puis, par des effets d'histoire de cette start-up, un besoin se fait sentir d'une levée de fonds. En tout cas, il y a besoin de faire croître le capital de cette société. IMA, qui à ce moment-là travaillé avec Organise, n'hésite pas en tout cas à rentrer au capital de cette société. Ce n'est pas la promesse de base de French AssureTech, mais on est là pour les aider à grandir et les accompagner dans toutes leurs étapes. IMA est un exemple aussi où on est monté au capital de cette société et puis elle continue d'avancer conjointement. Sur ce sujet de rémunération, peut-être préciser que le fond du programme, c'est de proposer aux startups l'équivalent d'une formation qui elle-même est gratuite. Donc la rémunération, elle est là. Ça leur permet d'avoir une dizaine ou une quinzaine d'ateliers sur 9 mois, des points de rendez-vous avec des acteurs qui ont des accès en marché, en l'occurrence les mutuelles ou IMA. Et c'est ça la rémunération finalement qu'elles ont. Et la nôtre, c'est les ROI qu'on peut retirer de ces expérimentations, soit en direct via les projets, soit en lien avec les sujets d'acculturation qu'on a évoqués plus avant. La thématique de ces live sessions, c'est le numérique outil de résilience pour les entreprises. J'aimerais quand même qu'on fasse un parallèle, une parenthèse même plutôt, Nicolas Bouffard, sur les conséquences de ce qu'on vient de connaître et de ce qu'on connaît encore là, sur le télétravail chez vous, par exemple, ou pour les assureurs en général, et surtout sur votre utilisation des outils numériques. Et sur vos transformations aussi digitales. Les crises, généralement, elles sont révélatrices des points forts, des points faibles des entreprises et elles accélèrent les transformations.
Là, on a été touché par une crise qui, finalement, ne dérange pas à la règle. Elle est arrivée de façon extrêmement frontale. On ne l'avait pas imaginé, alors que pour autant, on réfléchit au sujet du risque, parce que c'est même dans notre cœur business. Elle s'est présentée à nous, et effectivement, elle a touché directement notre façon de travailler. Le rapport qu'on a à poursuivre notre activité, à interéchanger avec nos clients. Et une des solutions, ça a été le télétravail qui a été déployé de façon massive dans toutes nos organisations, puisque du jour au lendemain, soit les points physiques d'échange avec les clients, soit même les bureaux ont été fermés. Donc là, ça a été assez fondamental. Je crois qu'avec un peu de recul, toutes nos maisons ont été au rendez-vous de ce challenge, d'ailleurs principalement grâce à nos salariés, il faut les saluer au passage. Il y a eu des impacts numériques et IT techniques associés. Le déploiement du télétravail, c'est aussi des sujets techno. Les équipes ont répondu présent. Et aujourd'hui, on est capable de proposer notre activité en ayant entre 60 et 80% de nos personnels à distance. Donc c'est assez phénoménal. Donc ça, c'est plutôt un sujet court terme, de comment on a réagi. Et je pense qu'on peut se féliciter de ça. Et puis après, il y a un peu plus de prospective. Cette crise, elle nous conforte, je crois, tous ces acteurs-là, dans la nécessité de réfléchir au changement qu'on évoquait juste avant. Et donc forcément, ça influe French AssureTech. Et en miroir, ça influe clairement sur ce qu'on veut faire à travers French AssureTech. Les mutuelles IMA vont continuer à avoir des initiatives propres d'innovation, sous des formes diverses et variées. On a chacun nos tactiques. Et les enjeux communs qu'on avait identifiés initialement avec l'AGLO, avec le MEDEF, qu'on n'a pas cité aussi, c'est important, au sein de l'association, il se vérifie. Vous remerciez tous les jours de cette initiative il y a 3 ans, finalement, parce que là, vu ce qu'on est en train de connaître... Oui, moi je suis absolument convaincu de ça, ça c'est certain. Quelle influence a eu sur le programme, là, cette période de confinement, Alexandre ? La période de la crise du Covid, comme on l'explique aujourd'hui, elle est arrivée en plein, je crois 1 ou 2 semaines avant notre Selection Day, donc on avait prévu de réunir toutes les startups, de faire une grande fête finalement. C'est le top départ d'une nouvelle saison. Comme chaque année. Donc effectivement, c'est tombé à l'eau, ça va de soi. On a réussi à pivoter rapidement sur un mode de sélection complètement à distance, avec des enregistrements de pitch pour les startups qui se sont faits sur nos chaînes propres. On l'a mis à disposition de l'ensemble des directions métiers. Et puis on a réussi, en tout cas, le pari de cette sélection à distance pour cette année. Et puis, concrètement, depuis quelques mois, on navigue entre du présentiel et du distanciel. Mais comme on peut le voir dans la majorité des entreprises aujourd'hui en France. Donc c'est la même chose, quand on fait un atelier, on a une petite partie des équipes qui vont être sur place et une grande partie des équipes qui vont être en distanciel. Alors que normalement tout le monde est en atelier dans les superbes locaux de NYORTEC que nous met à disposition l'AGLO. Avant que Nicolas Bouffard nous dise ce qui va se passer dans les 3 prochaines années pour French AssureTech, juste le bilan, Jérôme Baloge. Vous évoquiez tout à l'heure l'ambition qui était la vôtre au départ, développer un écosystème, positionner le territoire comme une terre d'accueil pour les sociétés innovantes. Est-ce que vous considérez 3 ans après que votre ambition et le mouvement est enclenché en tout cas ? Oui, ce qui me réjouit, c'est la prise en main complète par les mutuelles d'assurance. On sent que c'est utile. L'enjeu, ce n'était pas de créer un showroom, il y en a plein et puis ça ne sert à pas grand-chose. C'était vraiment de créer une valeur ajoutée pour le territoire, et donc pour le territoire et les habitants, mais aussi pour l'entreprise, pour tout le monde. Et donc aujourd'hui, oui, on a un espace NYORTEC, un espace totem, tout près de la gare TGV, qui nous relie à Paris. Ce lien est substantiel, nécessaire et vital, et ça fonctionne très bien. Et au-delà de ça, on a tout un ensemble de formations, d'enseignements supérieurs qui se développent. L'accélérateur est aussi aujourd'hui un agrégateur, et ça, c'est quelque chose de formidable pour Niort et le territoire. Vous avez renforcé aussi les services en matière d'innovation aux entreprises ? Oui, parce que French AssureTech, c'est l'accélérateur qu'on vient de présenter, mais il y a NYORTEC qui, autour de cela, crée une dynamique favorable et apporte du lien, de la présence, de l'immobilier entreprise, de l'accompagnement d'entreprise. Et ça met en place une vraie dynamique positive au service des entreprises innovantes. Donc voilà, French AssureTech est aussi un sujet d'attractivité. C'est un accélérateur et un moteur qui marche formidablement bien.
Nicolas Bouffard, l'énergie que vous vouliez déployer entre vous et la communication aussi entre vous sur ces sujets-là, là aussi c'est bien enclenché, clairement 3 ans après. Comment vous imaginez donc les 3 prochaines années? Vous allez modifier évidemment en fonction de ce qui vient de se passer, vous nous disiez. Vos ambitions, quelles sont-elles? On va modifier, ou plutôt ce qui s'est passé conforte ouais. les idées qu'on avait travaillées ensemble depuis le début de l'année. Initialement, on avait un engagement de 3 ans. Comme l'ont évoqué Alexandre et Jérôme, le sujet, l'intention initiale était louable, mais ce qu'il faut surtout, c'est que nos maisons s'y retrouvent. On n'est pas là pour financer des projets qui font joli sur le papier. On est pragmatique, on n'a pas le choix. Le rapport au temps, le business, le marché nous l'impose. Du coup, fort de ce constat, où on est tous convaincus qu'il y a un apport, nous avait incité à réfléchir à ce qu'on voulait faire pour la suite. Donc on peut synthétiser ça en une phrase, c'est que maintenant on veut accélérer l'accélérateur. Allez, pas trop vite quand même. Fort de l'énergie. Attention, vous êtes dans l'assurance quand même. Eh bien justement. On avait de l'ambition, on a pris un pari, on pense qu'on l'a gagné, maintenant il faut qu'on aille encore un peu plus loin. Donc là l'objectif c'est à budget constant, parce qu'on pense qu'une innovation frugale c'est important, pas de dépenser pour dépenser. À budget constant, on veut augmenter la proposition de valeur qu'on a à travers l'association. Donc on veut professionnaliser encore un peu plus la partie accélération. On a intégré des ressources, on veut travailler sur l'amont et la sélection des startups, on veut créer cette dynamique dans le temps avec eux, donc professionnaliser encore un peu plus la partie accélération et la pérenniser. Et après on a des ambitions autres, nouvelles. On veut vraiment mettre le boost sur tout ce qui est acculturation, en proposant potentiellement des formations, des événements, pour toucher le plus possible de salariés et collaborateurs de nos maisons. Aujourd'hui, ça reste encore, malheureusement, réservé à ceux qui travaillent sur les projets. Donc on veut l'étendre. On pense qu'il y a une valeur là qui doit bénéficier plus. Le deuxième nouveau sujet, ça serait sur la chaîne de valeur pour les startups qui est liée au financement. On n'a pas vocation à financer ces startups-là. Par contre, on voudrait leur proposer nos savoir-faire pour préparer les dossiers de levée de fonds et potentiellement leur ouvrir quelques portes via nos carnets d'adresses. Donc ça, c'est une deuxième voie, ça peut être accessible très très facilement. Et puis le dernier défi, qui est peut-être le plus important, on ne sait pas si on va y arriver, on va tester, c'est d'essayer de créer un laboratoire commun au-delà des expérimentations qui sont faites à travers l'accélération. On reprendrait, on capitaliserait sur les enjeux partagés qu'on a identifiés en amont et ensemble, on travaillerait sur des expérimentations communes qu'on partagerait. Qui ne seraient pas forcément adressées par le bassin des startups aujourd'hui, que ce soit de la sûreté ou d'autres. C'est-à-dire ce qui n'est pas adressé par le marché, on va essayer de le développer nous-mêmes et de le construire nous-mêmes, de le co-construire nous-mêmes. Ah, c'est plus qu'une accélération, effectivement. Il faut essayer. Oui. Votre réaction, Jérôme Baloche, ces pistes de développement là, qu'évoquait Nicolas? Je trouve ça très enthousiasmant. Enfin, on se rend compte que non seulement le métier change, comme je l'évoquais, mais il change aussi ici. Et donc, tout le monde est gagnant. Le gagnant-gagnant, c'est ça aussi. Et très concrètement, je parlais rapidement de l'enseignement supérieur, mais on a vu que cette démarche coopérative, collective, mutualiste, elle nous avait permis aussi d'aller chercher des formations, donc des talents que vous évoquiez. On a le Conservatoire national des arts et métiers qui a ouvert un cursus ingénieur sur le territoire en IA et Big Data. On a d'autres formations qui viennent s'implanter. L'Université de La Rochelle arrive avec des masters informatiques. Elle transporte de La Rochelle à Niort. On a aussi des entités qui se déplacent depuis Paris. Donc évidemment que ça génère plein d'externalités très positives et qui viennent aussi renforcer le moteur initial qu'est l'accélérateur. Bien sûr. Merci à tous les trois. Merci beaucoup d'avoir évoqué French AssureTech. Je profite de votre présence parce que dans un instant, on va conclure la thématique éthique et numérique avec notre grand témoin Nicolas Moinet. Parce que je le disais, vous êtes l'initiateur Niort Aglo de ces live sessions de Niort Numérique. Et je vous remercie au début finalement de l'avoir maintenu ce rendez-vous parce qu'il est toujours très attendu depuis 8 ans. Oui. Et on s'était dit, compte tenu de la période, sera-t-il maintenu? Et vous avez décidé de le maintenir. Pour quelle raison d'ailleurs? Parce que chaque année, on se dit même jour, même heure. Et donc, il fallait le faire. Et puis parce que c'est Niort Numérique, donc on doit être capable de faire du digital aussi, même si on aime se retrouver les uns les autres, mais ça sera certainement pour l'an prochain. En tout cas, on ne pouvait pas faire un report. Et ça montre la capacité, l'agilité de Niort Numérique, de tout cet écosystème qu'on est en train de construire, d'avancer, quelles que soient les situations, et de faire face aux risques et de savoir les surpasser et les dépasser pour au contraire gagner en valeur et gagner en positivité. Donc, vous avez pivoté comme les entreprises finalement?
un peu, en créant ces live sessions? Oui, peut-être. Adapté, quoi. Peut-être, mais on est vraiment dans une logique très coopérative, qui est l'ADN du territoire. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche et qu'on est agile, parce que c'est les uns les autres, on se tient les coudes et on avance. Et cette session Niort Numérique, évidemment, elle est moins évidente que les dernières. Elle interroge tout le monde, elle bouscule tout le monde. Mais je crois que c'est déjà en soi une belle réussite quand je vois le nombre de personnes qui nous suivent pour ce webinaire ou pour d'autres. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Jérôme Baloche. Merci beaucoup. On marque une pause, une vidéo, et puis on se retrouve dans un instant avec Nicolas Moinet pour le débrief des tickets numériques. À tout de suite.